Merci d'être venu à cette rencontre. Un siècle de tempête, le roman espagnol et l'histoire. Merci à nos deux écrivains qui sont avec nous aujourd'hui, Victor Delarbol et Isabelle Alba. Victor Delarbol, vous êtes là pour Toutes les vagues de l'océan, qui est paru chez Actes Sud, collection Actes Noirs. Isabelle Alba, La véritable histoire de Mathias Brann, aux éditions de la Contralée. Alors comment l'écrivain se fait témoin de l'histoire en marche à travers un siècle? Comment, à travers la littérature, il parvient à dessiner ses perspectives et à raconter l'histoire avec un grand H, à travers l'histoire d'un homme, des hommes et de générations. Nous allons aborder ce thème pendant 1 heure avec ces deux écrivains. Pour commencer, Héloïse, notre comédienne, va lire 2 extraits de ses romans. Peut-être, Héloïse, tu pourrais commencer par Isabelle Alba, qui nous parlera ensuite de la véritable histoire de Mathias Brann avant qu'on entame ce débat. Vous m'entendez ? Dans son uniforme neuf, la croix de guerre que lui a remise l'empereur Charles sur la poitrine, Frank Berg descend en gare de Newgate, après quasiment 4 ans d'absence à Budapest. Au même instant, Rosa Luxembourg, dans sa prison de Breslau, observe depuis la lucarne de la cellule où elle est enfermée la masse grise de la prison pour hommes qui se trouve juste en face. Trop malade pour pouvoir écrire, elle passe son temps à observer les changements de lumière au cours de la journée sur les murs de la bâtisse. 20 juin 1918. L'été approche. Les jours allongent. Les nuits sont de plus en plus courtes. La participation de Frank Berg au conflit est maintenant terminée. À chaque fois qu'il regarde le moignon qu'il arbore à la place de son bras gauche, il se remémore avec plaisir tous les moments où il a fauché courageusement les soldats ennemis avec sa mitrailleuse, jusqu'à ce que cette maudite grenade italienne le jette à bas. Il est content de revenir, non pas pour reprendre le cours de sa vie, mais plutôt pour se présenter, impatient, dans les locaux du syndicat avec ses blessures de guerre, son uniforme flambant neuf et ses décorations, et pour leur annoncer qu'il va continuer à se battre pour la patrie depuis l'arrière, dans les rangs du parti. Tandis qu'il marche le long du quai, Frank Berg se trouve tellement absorbé dans ses pensées qu'il ne prend pas conscience des transformations qui ont eu lieu depuis qu'il est parti. La gare qui l'accueille n'a rien à voir avec celle du jour de son départ. Les guirlandes tricolores, l'orchestre, la joyeuse foule bourgeoise et bigarrée en habits d'été ont fait place à un quai de gare presque vide, gris et morne. Les quelques personnes qui s'y trouvent portent des habits élimés, ont un teint verdâtre et semblent à la fois graves et absentes. Frank Berg cherche en vain entre ces visages celui de Marie. Il parcourt 2 fois le quai dans les 2 sens, puis, sans se presser, se dirige vers le hall de la gare. Sur le seuil de la grande porte se pressent les indigents. Des enfants crasseux en guenilles avec des croûtes de gale sur le front et le cuir chevelu, des vétérans de la guerre aveugle ou, pour les plus chanceux, simplement borgnes aux traits déformés par le gaz, des mutilés qui posent sur des morceaux de carton graisseux le bout de jambe qu'il leur reste et qui se traînent en s'aidant de leurs mains, des vieux et des femmes au rictus amer qui n'ont pas souri depuis longtemps. À son passage, ils tendent leurs mains sales couvertes d'engelures, leurs moignons entourés de chiffons ou leurs béquilles murmurant à contre-cœur leurs prières sans espoir. Frank Berg est désorienté. Le bonheur qu'il ressentait pendant son voyage et à son arrivée en gare s'est peu à peu dissipé. Il se demande pourquoi Marie n'est pas là, à l'attendre, puisqu'il lui a annoncé son retour par télégramme. Pour la première fois, en 4 ans, il prend conscience de son absence. Mais non pas de façon rationnelle ou même émotionnelle, mais physiquement. Marie
manque à son corps, tout comme il lui manque un bras. En 4 ans de guerre, pendant lesquels la mort rôdait autour de lui à toute heure et de toutes parts, il n'a pas ressenti son manque. Il savait qu'il n'allait pas la voir avant longtemps, peut-être même jamais plus, et il se contentait de leur échange de lettres, son écriture chancelante, ses mots tendres, quelques ratures. Pendant les permissions, il y avait eu d'autres femmes, quelques instants de plaisir en échange d'une partie de sa ration ou d'une cigarette ou de quelques pièces. C'était bien pour pallier son abstinence et pour oublier les tensions de la guerre. Cela lui suffisait. Mais à présent, les circonstances sont différentes. Il était persuadé que Marie l'attendrait à la gare. Et son absence, inexplicable, rend pressante sa présence. Il veut la serrer tout de suite dans ses bras. Ce besoin tend ses muscles et la crainte de ne pouvoir le satisfaire l'envahit. L'angoisse qu'il n'a pas ressentie sur le champ de bataille, ni durant les mois passés dans les tranchées, ni même à l'hôpital quand il se trouvait entre la vie et la mort, s'empare de lui à présent en constant que Marie ne se trouve pas là où elle aurait dû se trouver. Frank Berg repart sur le quai. Il le parcourt de long en large plusieurs fois. Il finit par s'arrêter au milieu du hall, énorme et vide, près du tableau d'affichage. Il n'arrive pas à contrôler la tension qui a envahi son corps, l'incertitude qui s'est emparée de son âme. Son désir de Marie est tellement pressant qu'il en devient insupportable. Il se décide à sortir dans la rue, espérant que la vision d'un cadre familier calmera son trouble. Mais il se cogne contre le silence d'une ville morte. New Gatti, vide de gens, sans automobile et sans tramway, semble beaucoup plus grande. Une femme traverse rapidement la grande esplanade déserte en face de la gare. Les talons de ses chaussures résonnent sur le trottoir. Et elle disparaît dans une ruelle étroite qui la borde. Tous les magasins sont fermés. Dans la plupart des vitrines, les vitres cassées ont été replacées par des cartons. Sur les murs des bâtiments, des lambeaux d'affiches collées au début de la guerre appelant à la mobilisation pendent encore. Frank Berg se dirige vers Thérèse. Le boulevard aurait dû lui être familier, mais dévasté. Et à la tombée du jour, il lui semble étrange et même hostile. Il ne marche plus le buste en avant comme il l'a fait en descendant du train et lorsqu'il a parcouru le quai la première fois, avec les épaules en arrière pour montrer fièrement la croix de guerre sur sa poitrine. Il se replie sur lui-même comme lorsqu'il se préparait à l'assaut de l'ennemi pendant le combat. Un véhicule militaire le dépasse, descendant rapidement l'avenue Thérèse, et disparaît hors de sa vue. Il est chargé de soldats portant des fusils en position de combat. Il a tout juste eu le temps d'apercevoir leurs visages sous leurs casques, mais ils semblent très jeunes. Il fait lourd. Le temps est nuageux. Frank Berg parcourt d'un bon pas la distance qui le sépare de ses pelles et transpire dans sa tunique impeccable. Il se rend compte que quelque chose en lui a changé depuis son arrivée à Budapest, mais il ne saurait pas dire précisément quoi. Avant d'arriver à la place Octogon, là où le grand boulevard coupe l'avenue Andrassy, le silence fastidieux qui le poursuit depuis qu'il est sorti de la gare de New Gatti se déchire pour laisser placer à une rumeur sourde, confuse, et qui, à mesure qu'il s'approche d'Octogon, grossit et finit par se transformer en un rassemblement de voix, d'abord lointaines et inintelligibles, puis proches et distinctes. « À bas la guerre! Vive la paix! Vive le prolétariat russe !» Une masse compacte, palpitante, vivante, le pousse, le bouscule. Frank Berg se retrouve, sans trop savoir comment, emporté par les corps chauds des femmes qui courent avec leurs enfants dans les bras, des hommes qui lèvent le poing avec colère et une foule de soldats et de marins armés qui se pressent et qui crient « Le pouvoir au conseil! À bas la guerre! Paix sans condition! Du travail pour tous !» Le tramway en provenance de Boraros monte avec une lenteur surprenante vers la place en faisant tinter sa cloche. Un groupe de soldats l'escorte. La foule lui barre la route. Elle l'oblige à l'arrêter.
Sale jaune! Traître! Grève générale! Les quelques passagers se jettent à terre ou bien se cachent derrière les sièges. Les militaires visent les grévistes avec leurs fusils. Sale jaune! Assassin! Abat le gouvernement criminel de Weckerl! Les hommes soulèvent les pavés des trottoirs. Les femmes et les enfants s'en emparent et les jettent sur le tramway. Les vitres éclatent en 1000 morceaux. Sale jaune! Maudit traître! Plusieurs coups de feu retentissent. La foule se disperse, court affolée dans tous les sens. La plupart des gens se précipitent vers la grande avenue Andrassy. Assassin! Abat le gouvernement! Criminel de Weckerl! Abat la guerre! Frank Berg, inerte, se laisse emporter par cette marée humaine. Il a risqué sa vie pour empêcher l'invasion de la Hongrie par un ennemi sanguinaire, atroce, et à son retour, un tas de lâches le remercie en lançant des cris contre la guerre et en exigeant une paix sans condition. Une foule s'entasse autour de lui. Un enfant pleure à ses côtés. Quelqu'un se plaint derrière lui. Une femme trébuche et tombe à ses pieds. Frank Berg l'enjambe sans s'arrêter. Il désire récupérer sa mitrailleuse et balayer cette foule qui lui lance à la figure qu'il a perdu 4 ans de sa vie et un bras sur le champ de bataille pour rien. En arrivant à la rue Andrassy, il réussit à s'extraire de cette marée humaine et à se mettre à l'abri au pied d'un mur. De là, il peut voir comment quelques mètres plus bas la cavalerie attend les grévistes. Les troupes occupent toute la largeur de l'avenue. Des soldats sont également postés devant les sorties latérales. Les manifestants n'ont pas d'échappatoire. Frank Berg fait demi-tour et revient sur ses pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive depuis qu'il est descendu du train à Budapest. Mais il est trop fatigué pour réfléchir. Arrivé à Octogon, il prend la première rue à gauche et marche le plus vite possible parallèlement à l'avenue d'Erzsébet, empruntant différentes rues jusqu'au boulevard Joseph. Merci beaucoup, Héloïse, pour cette lecture. Je m'arrête là, la partie, excusez-moi. Oui, je pense que ça suffit. Oui, je pense aussi. Mais si jamais, voilà, on peut aller au bout du chapitre. Voilà, merci. Donc cet extrait montre bien comment la guerre change à la fois la vie des hommes, puisque cet homme ne reconnaît plus ni sa ville, et ni son quotidien, puisque sa femme n'est pas venue l'attendre à la gare. La véritable histoire de Matthias Braun ne se situe pas en Espagne, elle se situe en Hongrie, comme vous l'avez vu. Matthias Braun, en fait, c'est un personnage qui n'apparaît qu'au début du roman. Effectivement, en Espagne, il a 65 ans et il pense à se suicider. Et chez lui, il possède une valise qu'il n'a jamais ouverte, qui contient des documents qui racontent en fait toute l'histoire de sa famille. Et l'histoire de sa famille commence à la fin du 19e siècle, en Hongrie, avec Miklos, qui est son arrière-grand-père, et qui va aller travailler à Budapest, dans une usine, pendant la guerre, une usine d'armement, pour fabriquer des munitions. C'est un temps de conflit, et la révolution va gronder en Hongrie entre le communisme et le capitalisme. C'est la première partie d'un triptyque qui nous emmène à travers la Hongrie et à travers les conflits qui vont secouer l'Europe. Isabelle Alba, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet et comment vous avez élaboré ce livre historique qui est d'une ampleur extraordinaire? Bueno, yo creo que uno no busca las historias, sino que las historias le buscan a uno. Porque desde luego la verdadera historia de Matthias Braun se encontró conmigo de una manera absolutamente casual. Je crois qu'on ne cherche pas les histoires, ce sont les histoires qui viennent nous chercher, et l'histoire de Matthias Braun est venue me chercher. Nada más terminar mi primera novela en una búsqueda en Internet. Donc je venais de terminer mon premier roman et en faisant des recherches sur Internet, me encontré con Béla Kun, el que fuera comisario de exteriores de la República de los Consejos del 19 en Hungría. Donc j'ai découvert ce personnage, Béla Kun.
Bela Kun, que fue comisario de Exteriores de la República de los Consejos de Hungría en 1919. Qui était commissaire aux affaires étrangères dans la République hongroise de 1919. Yo nunca había oído hablar de Bela Kun y lo que descubrí fue una cita en que hablaba de la democracia burguesa. Donc je n'avais jamais entendu parler de lui et en fait je suis tombée sur une citation où il parlait de la démocratie bourgeoise. Bela Kun decía en la cita que la democracia es algo que se concede a los pueblos cuando el poder económico es tan fuerte como para que la democracia no lo haga peligrar. Donc il disait que la démocratie c'était quelque chose que l'on accordait au peuple. Cuando el poder económico es tan fuerte, quand le pouvoir économique était tellement fort que la democracia no lo hace peligrar. Que ça ne mettait pas la démocratie en danger. O cuando es tan débil que no le queda otro remedio que concedérsela. Quand il était aussi tellement faible qu'il n'y avait pas de danger à l'accorder. Era el año 2003 y a mí la cita me resultó absolutamente actual en ese momento y me sigue resultando aún más hoy en día. Donc c'était en 2003 et cette citation était vraiment déjà à l'époque d'une grande actualité et elle l'est toujours actuellement. Entonces empecé a buscar datos sobre Bela Kun y commencé a faire des recherches sur Bela Kun. Descubrí una revolución que se había producido en Hungría justo al final de la Primera Guerra Mundial. Donc j'ai découvert une révolution qui avait eu lieu en Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale. Y que había dado lugar a una república asamblearia que duró 133 días. Et qui avait débouché sur une république de los consejos, es lo mismo. Sí. Qui avait duré 30 jours. Durante ese gobierno del pueblo, Et donc pendant ce gouvernement du peuple, con una guerra civil interna, avec une guerre civile intérieure, y con los ejércitos francés, checo y eslovaco rodeando Hungría, et avec les armées françaises, tchèques et slovaques qui cernaient la Hongrie, se habían conseguido logros en el ámbito de la igualdad. Donc il y avait eu des avancées sur le plan de l'égalité. Nunca vistos hasta entonces. Donc qui n'avaient jamais eu lieu jusqu'alors. Se consiguieron cosas que en Europa luego hemos logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Donc ils avaient obtenu beaucoup de choses qui n'ont été obtenues en Europe qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Y algunas que ni siquiera todavía hemos logrado nosotros. Et il y a même des choses que nous n'avons toujours pas obtenues. Esa república fue masacrada brutalmente. Donc cette république a été massacrée brutalement. Sobre todo porque acababa de triunfar la Revolución Rusa y no querían que triunfase ninguna otra revolución. Surtout parce que la révolution russe venait de triompher et on ne voulait laisser triompher aucune autre révolution. Y se estableció en Hungría la primera dictadura fascista de Europa. Donc la première dictature fasciste d'Europe s'est établie en Hongrie. Que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Et elle a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pero realmente lo que a mí me interesó Mais moi, ce qui m'intéressait véritablement, fue el hecho de que esa revolución no solo había sido aplastada, c'était le fait que cette révolution n'avait pas seulement été écrasée, sino que había sido borrada de la historia. Mais qu'elle avait été effacée de l'histoire. Descubrí que en ese periodo de después de la Primera Guerra Mundial había habido muchas otras revoluciones y gobiernos del pueblo en Europa. Donc j'ai découvert que dans cette période après la Première Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup d'autres révolutions en Europe. En Eslovaquia, en Baviera. En Slovaquie, en Bavière. Fue también el momento de la Revolución Alemana. C'était aussi le moment de la Révolution allemande. Pero toda esa historia había sido omitida, había sido borrada de la historia con mayúscula. Mais toute cette histoire avait été omise, avait été effacée de l'histoire avec un grand H. Ese fue el punto de partida y de ahí empezaron a surgir unos personajes. Donc c'était le point de départ et de là sont nés
quelques personnages que me llevaron a interesarme por contar la historia de las gentes corrientes qui m'ont donné envie de parler de l'histoire des gens ordinaires sobre las que había repercutido los acontecimientos históricos a lo largo del siglo XX qui avaient subi la répercussion des événements qui s'étaient produits au cours du XXe siècle. y muy especialmente cómo ellos habían intervenido en esos acontecimientos y qué decisiones habían tomado en relación con ellos. Et je voulais montrer la façon dont ils étaient intervenus personnellement dans ces événements, quelles étaient les décisions qu'ils avaient prises. El recinto Beiser es el primer tomo que termina en Portbou Donc ce premier tome s'achève à Portbou. y en el segundo que estoy escribiendo ahora Et donc dans le deuxième que je suis en train d'écrire actuellement, se desarrolla en parte en España, donc il se déroule en partie en Espagne, en Francia, en France, en Alemania en Allemagne. y dura hasta el año 42. Et donc il se déroule jusqu'en 1942. El primero acaba en 1920. Et le premier s'achevait en 1920. Merci Isabelle Alba pour cet aperçu de la véritable histoire de Matthias Brann. Victor Delarbol, dans Toutes les vagues de l'océan, vous auscultez aussi l'histoire individuelle des hommes et l'histoire collective qui va les broyer et qui va les bouleverser. C'est l'histoire de Gonzalo, qui est avocat à l'époque contemporaine. C'est l'histoire de sa sœur Laura, dont le fils va être assassiné. On ne va pas révéler non plus tous les rouages du roman pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Et c'est l'histoire de leur père Elias, qui dans les années 30 s'en va pour prendre part à la révolution communiste en Russie et qui va se retrouver enfermé sur l'île de Nazino, en Sibérie, qui va être broyé sur cette île, c'est l'île des cannibales comme on l'appelle, et qui va y perdre son humanité au gré de ce conflit, et traverser ensuite les guerres, tout comme les héros d'Isabelle Alba, les guerres qui vont traverser l'Europe, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, pour retourner en Espagne, privé d'une grande part de son humanité. C'est un sujet vaste, un roman assez tentaculaire. Comment avez-vous élaboré cette rencontre entre l'histoire avec un grand H et l'histoire d'un homme et d'une famille? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la première chose que je dois dire, la historia no, como decía muy bien Isabel, no fui yo a buscarla, sino que vino ella a mí. Ce n'est pas moi qui ai cherché l'histoire, c'est l'histoire qui est venue à moi. Yo estaba pensando escribir una historia sobre la relación entre un padre actual, entre Gonzalo, que es un abogado de 45 años, que vive en Barcelona y es un burgués. Je pensais écrire une histoire sur un homme ordinaire, un avocat, Gonzalo, que es un tipo que detesta su vida, que está casado con una mujer de la que no está enamorado, que tiene un hijo de 17 años con el que tiene problemas de comunicación. C'est quelqu'un qui déteste sa vie, qui est marié dans un mariage sans amour, et que está casado con et qui est marié, ouais. No, et qui a un fils et qui a des relations conflictuelles avec son fils de 17 ans. En fin, como cualquiera de nosotros. Comme n'importe qui d'entre nous. Y en realidad yo quería hablar sobre los conflictos de comunicación intergeneracionales, que en realidad quería hablar sobre mí y sobre mi padre. Je voulais parler des problèmes de communication entre les générations, de moi et de mon père. Y en aquella época yo fui a dar una charla a un instituto en España. Je suis allé donner une conférence dans un lycée en Espagne sobre el franquismo. Sur le franquisme. Y entonces estaba hablando sobre el tema de la guerra civil. Y al final de la sala, j'étais en train de parler de la guerre civile et à la fin de cette conférence, había dos chavales de 15-16 años. Il y avait deux jeunes de 15-16 ans que no paraban de dar por culo, ¿no? No paraban de... qui n'arrêtaient pas de m'emmerder. Ouais. Y en un momento, pues aquello que me pongo en plan profe y les digo, no os interesa lo que os estoy contando. Je me suis mis à la place du professeur et je leur ai dit que ça ne les intéressait pas ce que je racontais. Y realmente me dijeron que no. Et ils m'ont dit que non. Entonces,
Claro, eso a mí me provocó una reflexión, Ça m'a fait penser y es que la historia siempre se escribe, la historia se vive en el presente, se hace en el presente, l'histoire se fait au présent y se escribe en el futuro. et s'écrit au futur. Es decir, nosotros ahora mismo estamos haciendo historia, Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de faire l'histoire. pero eso no se va a convertir en discurso histórico hasta que nuestras próximas generaciones nos conviertan a nosotros en muertos. Ça se transformera en récit historique lorsque les générations futures feront de nous une histoire. Quand ils vont arriver, que nous ne serons plus là. ¿Por qué? Porque la historia es el discurso histórico es un discurso de muertos. Parce que le discours historique est un discours de mort. Es un discurso que ya pasó, es algo que ya pasó C'est un discours qui est déjà passé. y que son las generaciones futuras las que hacen una reescritura Et c'est les de nuestro générations presente. futures qui fera une réécriture de notre présent. El gran drama para mí, en mi opinión, de la guerra civil española no es solo la guerra civil española, sino sobre todo los 40 años de dictadura de Franco. Le grand drame de la guerre civile, ce n'est pas tant que la guerre civile, sinon aussi les 40 années de dictature franquiste. Por una razón muy simple, porque durante 40 años Franco tiene la oportunidad de reescribir el pasado. Pour une raison très simple, c'est celle que Franco, pendant 40 ans, a eu l'opportunité de réécrire le passé. Es decir, Franco tiene 40 años para hacer desaparecer la República. Franco a eu 40 ans pour faire disparaître de l'histoire la République, Para convertirla en todo caso en un hecho anecdótico pour la transformer en quelque chose d'anecdotique, y convertirse en el hombre providencia, et pour se transformer en l'homme providentiel, que viene a corregir un error de la historia. qui corrige une erreur de l'histoire. Es decir, cuando en las monedas, en las pesetas de la época, se pone Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, eso tiene un simbolismo muy concreto. Par exemple, sur la monnaie, les pesetas, il y avait donc le buste de Franco où il y avait écrit le caudillo, le Caudillo de España, caudillo d'Espagne, por la gracia de Dios. par la grâce de Dieu. Eso quiere decir que la historia se inviste de un cierto mesianismo, ¿no? L'histoire est revêtue d'une portée messianique. Entonces, durante esos 40 años se reescribe la historia desde los vencedores. Donc pendant 40 ans, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Sí, bueno, ahora haré una elipsis, pero el problema de ese discurso es que los vencidos siguen vivos. Le problème de ce discours, c'est que les vaincus, eux, sont encore en vie. Y entonces no solo están condenados a la derrota, sino que están sobre todo condenados a la vergüenza y al silencio. Ils ne se sont pas condamnés A la défaite, mais plutôt à la honte et al silence. et au silence. Claro, entonces una de las cosas, de los tópicos, de los clichés, porque la gran historia se escribe sobre clichés, sobre tópicos. L'histoire avec un grand H s'écrit à partir de clichés, à partir de certains sujets. Entonces, uno de los clichés es convertir a un, digamos, régimen legítimo como la República que llega a través de las urnas, convertirlo en un elemento criminal. L'un de ces clichés consiste à transformer quelque chose de légitime comme la République en quelque chose de criminel. Es decir, de repente el maqui, o de repente los comunistas, o de repente los resistentes en Francia se convierten en criminales. Par exemple, les résistants français ou encore... No, los resistentes franceses no. Les résistants espagnols en France, les résistants, les pardon, maquisards les ou maquisards. les communistes, ils deviennent des criminels. Sí, perdón, no, seguimos. Bien, sociológicamente es muy interesante porque ese discurso cala cuando una sociedad acepta los valores dominantes. Sociologiquement, c'est intéressant parce qu'il se passe cela dans une société quand une société accepte l'idéologie dominante. Y Franco sí consigue una cosa muy interesante. Un tío tan mediocre como él consigue una cosa muy interesante, que es que sociológicamente España se convierte en una sociedad franquista.
Et Franco a réussi quelque chose, quelqu'un d'aussi médiocre que lui a réussi quelque chose, c'est transformer la société espagnole en une société franquiste. Cuando llega la transición española, el discurso de los vencidos necesita volver a emerger. Quand la transition démocratique arrive en Espagne, le discours des vaincus trouve ce besoin d'émerger à nouveau. Y se tiene que enfrentar a un discurso de los vencedores que está perfectamente estructurado. Et ils doivent affronter le discours des vaincus, qui celui-ci est Des vainqueurs. Des vainqueurs, qui est parfaitement structuré. Bien. Para que el discurso de los vencedores tenga legitimidad ante una sociedad que ideológicamente ha cambiado, necesita una serie de mitos, necesita una serie de leyendas y necesita una serie de héroes. Sí, para que los vencidos... Pour que les vaincus arrivent... Parce que le discours des vaincus, il arrive à la même légitimité que le discours de les vainqueurs. Il a besoin de mythes, de héros, de quelques idées bien formées. Así. Merci. Perdón. Victor. Alors, entonces, se construye la idea desde un lado y desde el otro del frontismo. Es decir, el cliché de la guerra civil no es un cliché, es una realidad, pero el cliché es el bando nacional contra el bando republicano. Le cliché de la guerre civile, c'est les nationalistes contre les républicains. Bien, pero eso no es cierto. Mais ce n'est pas vrai. Dentro de la República existen diferentes bandos, diferentes luchas. Dans la République, il y a différentes bandes, différentes organisations. Y se produce en mayo del 37 la Revolución de Barcelona. Et en mai 1937, il y a la Révolution de Barcelone. Donde el comunismo stalinista asalta el poder. Durant lequel le communisme stalinisme prend le pouvoir. Y para tomar el poder purga quiere decir tortura, asesina y hace desaparecer al movimiento trotskista, al PUM, y a los movimientos anarquistas. Pour prendre le pouvoir, il assassine, il torture les trotskistes, le PUM, donc, et les anarchistes. Bien, pues ese es el sujeto histórico de toutes les vagues de l'océan. Et ça, c'est le sujet historique de toutes les vagues de l'océan. La idea de romper el cliché de la guerra civil como un Far West donde unos serán los buenos y otros serán los malos. Briser le cliché selon lequel la guerre civile, le cliché du Far West de la guerre civile entre deux bandes qui sont les républicains. Merci Victor pour cet aperçu de votre rapport à l'histoire des hommes et à l'histoire avec un grand H. Il y a quelque chose que vous venez de dire qui a fait écho dans ma lecture de Isabelle Alba. À la fin du roman, Matthias Brann trouve dans ses cahiers, parce qu'il a 52 cahiers, il a noté toute sa vie des petites phrases, une phrase de son père, qui avait écrit « La mémoire est la faculté qui nous reste, à nous les vaincus ». Et Matthias Brann... Pardon, je vais trop vite. Et Matthias Brann avait ajouté « Le but des vainqueurs est de l'effacer ». Donc ça reprend tout à fait ce que vous disiez, Victor Delarbol. Et moi, la question que je me pose et que je vous pose à vous, c'est face à ce dialogue de sourds entre vainqueurs et vaincus, quelle est la mission de l'écrivain ? Bueno, yo no comparto la visión de Víctor sobre la guerra civil, pero no es el tema. Alors je ne partage pas la vision de Victor sur la guerre civile, mais ce n'est pas le sujet. Pero no es el tema del que estamos hablando. C'est pas le sujet dont on est en train de parler. Y puedo contestar esa pregunta desde mi yo de escritora. Donc je peux répondre à cette question du point de vue de mon moi d'écrivain. Cuando yo escribía La verdadera historia de Matthias Brann, yo vivía la memoria como detonante. Donc quand j'écrivais ce roman, je vivais la mémoire comme quelque chose de détonnant. Quiero decir que pensaba más en el presente y en el futuro que en el pasado. C'est-à-dire que je pensais plus au présent et au futur qu'au passé. De algún modo veía la historia a la manera de Benjamin.
Et donc, d'une certaine façon, je voyais l'histoire à la manière de Benjamin. Como renovar el pasado. Comme une façon de renouveler le passé. Para transformar el futuro. Pour transformer l'avenir. A mí me interesaba trabajar con fragmentos, con restos perdidos de ese pasado. Donc ça m'intéressait de travailler sur des fragments, des vestiges de ce passé. Para construir otra historia. De alguna manera, también lo decía Benjamin, siguiendo lo que es el montaje cinematográfico, el reunir fragmentos. Pour construire donc une autre histoire, comme disait Benjamin, avec des fragments. Siguiendo lo que es el montaje cinematográfico. Oui, de la même façon qu'un montage cinématographique. Reunir fragmentos perdidos, detalles, cosas aparentemente no esenciales. Donc pour réunir des fragments perdus, des choses qui n'avaient pas l'air très importantes, très déterminantes. Para construir otra historia. Construire une autre histoire. Que sirviera desde el presente para hacer otro futuro. Qui servirait à partir du présent pour construire un autre futur. Digamos que el pasado, lo conozcamos o no, ejerce un influjo sobre nosotros. Le passé, qu'on le connaisse ou non, exerce une influence sur nous. Pero al no conocerlo, nos obliga a ir por un camino. Mais si on ne le connaît pas, ça nous oblige à emprunter une voie. Solo con el conocimiento podemos romper con ese surco y abrir otro nuevo. Et seule la connaissance nous permet de sortir de ce sillage pour en créer un nouveau. Por eso yo no he escrito un relato lineal ni encadenado. Donc j'ai pas écrit un récit linéaire où les choses s'enchaînent. Porque no me permitía mostrar las relaciones que hay entre acontecimientos. Parce que je ne me permettais pas de montrer les rapports entre les événements. Separados en el espacio o en el tiempo. Séparés dans l'espace ou dans le temps. Y entre esos acontecimientos y los individuos. Et entre ces événements et les individus. Y por eso he construido un relato fragmentario. Donc j'ai construit un récit fragmentaire. Con huecos, con silencios, con vacíos. Avec des trous, des silences, des vides. Para poder crear esa, digamos, visión renovada del pasado. Pour créer cette vision renouvelée du passé. Que permita al lector tomar distancia del relato. Qui permettrait au lecteur de prendre de la distance par rapport au récit. Para pensar en el presente, mirando hacia el futuro. Pour penser au présent en regardant vers l'avenir. Merci Isabelle Alba. C'est vrai que pour compléter ce que vous venez de dire, dans le roman La véritable histoire de Matthias Brann, vous utilisez la théâtralité souvent, vous utilisez des scènes de théâtre à travers lesquelles vous donnez la parole aux personnages du livre, et on sent que vous vous extrayez en tant qu'écrivain, que vous faites simplement un canal, un vaisseau pour donner cette vision de l'histoire. Et Victor Delarbol, je vous ai rencontré il y a quelque temps pour une interview et vous m'expliquiez que votre vision de l'histoire à vous, en tant qu'écrivain, c'était que l'histoire, les dates dans les livres d'histoire ne sont rien et sont vides de sens. Si un écrivain n'est pas capable, vous me disiez, de se tenir nu sur un champ de bataille, d'entendre le bruit de la bataille, de sentir la douleur des soldats et des animaux qui tombent, et d'entendre aussi le silence après la bataille. Comment est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous parvenez à faire corps avec l'histoire et à la dire? Yo creo que honestamente creo que los mundos que podamos crear los escritores con las palabras son muy frágiles. J'ai l'impression que les mondes que nous pouvons créer en tant qu'écrivains sont très fragiles. Pero es la única posibilidad de crear una realidad, en todo caso, paralela. Mais c'est la seule façon que nous connaissons pour créer une réalité parallèle. Entonces, lo que me interesa a mí como escritor en cuanto a la historia no es hacer una explicación histórica de hechos que ya son conocidos. Ça ne m'intéresse pas de faire des explications historiques des événements.
sino recrear de alguna manera, en la medida de lo posible, lo pasado mais recréer le passé d'une certaine façon para convertirlo en presente narrativo. pour la transformer en présent narratif. Es decir, a mí me interesa que el lector sea capaz de vivir en el pasado. Ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur puisse vivre au passé. No me interesa que el lector sea un sujeto pasivo de una historia que yo le cuento. Ça ne m'intéresse pas que le lecteur soit le sujet passif de l'histoire que je raconte. Es decir, me puede interesar o puede ser muy interesante anecdóticamente el Gulag, la isla de Nacino, Ça peut être très intéressant, l'île de Nacino, le goulag de Nacino, pero no deja de ser una cosa anecdótica. mais ce n'est qu'anecdotique. Cuando yo explico, por ejemplo, la masacre de La Guardia, que deja solos a los presos comunes con los presos políticos, Quand je parle par exemple du massacre des gardes du goulag qui laisse les prisonniers dangereux et les prisonniers politiques, no lo hago buscando una especie de pornografía emocional en el lector. je ne cherche pas une certaine forme de pornographie émotionnelle chez le lecteur. Lo que yo intento es que el lector se meta en esa isla Je veux que le lecteur se mette dans cette île, sur Para- cette île, para comprender la monstruosidad de lo que estoy explicando. pour comprendre la monstruosité de ce que je suis en train de raconter. Eso me hace pensar que la historia, como tú te decías antes, es un discurso, ya lo he dicho antes, es un discurso construido. Je pense que l'histoire est un discours construit. Pero sobre todo lo que me interesa es que es un discurso construido que parte de algo vivido. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un discours construit à partir de quelque chose de vécu. Es decir, cuando yo antes decía que a aquellos chicos no les interesaba nada de lo que yo les estaba explicando, Quand je disais aux lycéens que tout ce que je leur racontais ne les intéressait pas, es simplemente porque para ellos la dictadura, el franquismo, la guerra civil, etcétera, etcétera, solo es una materia de estudio para aprobar un examen. parce que pour eux, tout ce qui est la guerre civile, le franquisme et tous ces événements historiques ne sont pour eux qu'une matière dans laquelle ils doivent réussir dont ils doivent réussir les examens. Entonces, creo que lo que le da sentido al discurso lineal de la historia, lo que nos da sentido, es la vivencia. Ce qui donne du sens à tout ce discours, c'est le vécu. Y como no podemos vivir el pasado, Et comme nous ne pouvons pas vivre le passé, pues yo tengo la idea de que podemos construir como una especie de máquina del tiempo, je pense qu'on peut construire une certaine machine à remonter le temps con las palabras, avec les mots para trasladarnos allí y vivir allí. pour nous mettre dans ce passé et le vivre. Creo que es un punto de vista diferente al de Isabel. Es decir, yo parto hacia el pasado C'est un point différent que celui d'Isabelle, parce que je pars d'un point au passé y ella va hacia el futuro. et elle va vers le futur. Seguramente su punto de vista es más interesante. Certainement, son point de vue est plus intéressant. Oui, je crois qu'elle avait envie de répondre, mais je pense que vos deux points de vue sont intéressants. Sí, no, porque lo que ha comentado Víctor me interesa mucho, Donc ce que vient de dire Victor m'intéresse beaucoup. porque yo lo veo de una manera diferente. O sea, mi intención como escritora es distinta a la de Víctor. Parce que j'ai un autre point de vue, mon intention en tant qu'écrivain est différente de celle de Victor. Cuando uno vive un acontecimiento que ya ha sucedido Quand on vit un événement qui s'est déjà déroulé a través de la lectura, à travers la lecture, lo que hace es entrar en el cuerpo de esos personajes y sentir como ellos. donc il entre dans le corps des personnages et fait se sentir comme eux. Pero solo hay un proceso emocional. Donc il y a juste un processus émotionnel. A mí me interesa ir un paso más allá del proceso emocional. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin que le processus émotionnel. Creo que, bueno, quien mejor explicó esto fue Bertolt Brecht. Alors, je pense que celui qui a le mieux expliqué ce point de vue, c'est Brecht, Con su épica. avec son épique. Sí, la épica. Cuando uno siente emocionalmente, lo que hace es degustar. Quand on sent sur le plan émotionnel,
no sé, puedo decirlo de otra manera. Quiero decir que cuando yo me introduzco, cuando un buen escritor me mete en su relato, Donc quand un bon écrivain m'introduit dans son récit, me hace llorar, me hace reír con los donc il personajes, me fait pleurer, il me fait rire avec les personnages, identificarme con ellos, m'identifier à eux, pero no me permite pensar de manera crítica sobre ellos y sus mais il ne decisiones. me permet pas de réfléchir sur eux, sur leurs décisions de manière critique. A mí me interesa ese segundo paso Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième étape, porque me interesa la literatura como una herramienta parce que j'aime la littérature conçue comme un outil para mover a la gente a cambiar la realidad. pour pousser les gens à changer la réalité. Y por eso trabajo de esa manera fragmentaria, C'est pour ça que je travaille de cette façon fragmentaire, provocando la emoción en momentos, en suscitant l'attention à certains moments, pero rompiendo esa emoción mais en cassant cette émotion para obligar al lector a tomar distancia con la lectura pour obliger le lecteur à prendre de la distance par rapport à la lecture y pensar sobre lo que está leyendo. et réfléchir à ce qu'il est en train de lire. O sea, no dejarse solo llevar. Ne pas se contenter de se laisser porter. Merci pour ce point de vue. Victor, je vous sens aussi dans les starting blocks pour répondre. Básicamente es lo mismo que he dicho yo. Estamos de acuerdo, básicamente. Plus ou moins ce que j'ai dit aussi. Lo que pasa En fait, pour avoir lu vos deux livres, vous avez des procédés effectivement différents. Il y a plus d'émotions, peut-être plus de viscères dans toutes les vagues de es que l'océan. yo lo que tengo claro, y además me parece un debate súper interesante, de verdad. J'aime beaucoup ce débat, il me semble très intéressant. Lo que me parece muy interesante es, yo he dicho antes y que yo no hago pornografía emocional. J'ai dit juste avant que je ne faisais pas de pornographie émotionnelle. Y yo creo que quien me haya leído ya sabe por dónde voy. Et ceux qui m'ont lu Te he savent leído de y quoi no je haces parle. pornografía, no, te he leído. Y me interesa muchísimo la reflexión del contexto histórico. J'aime beaucoup la réflexion qui part C'est très exact aussi qui chez est à vous. partir du contexte historique. Pero hay una cosa conceptualmente que yo he dicho antes, es que a mí lo que me interesa es llevar al lector al pasado. Moi, ce concept que j'aime beaucoup, c'est celui de prendre le lecteur et le mettre au passé, Someterlo a una inmersión en el tiempo del que yo hablo. le soumettre à cette immersion dans le passé dans lequel moi je le mets. Y yo he dicho al principio, la historia solo se escribe desde el futuro. Yo he dicho antes, la historia solo se escribe desde el futuro. L'histoire se fait à partir du futur. Entonces, el análisis del que tú hablas lo podemos hacer nosotros. L'analyse celle dont tu es en train de parler, nous allons la faire nous. Es decir, el análisis que vaya más allá de la emoción. L'analyse qui va aller au-delà des émotions. No estoy de acuerdo. Solo se puede hacer a posteriori. Elle peut se faire qu'a posteriori. Porque en ese momento estás inmerso en el tiempo que te toca vivir. Parce qu'en ce moment, nous sommes immergés dans ce temps qui nous est propre. Y por tanto, esa distancia es imposible. Et pour le moment, cette distance à prendre est impossible. No, Bueno, Isabelle n'est pas d'accord. no estoy de acuerdo, pero es un debate muy largo que C'est un débat très vaste, très long. creo que sí es posible y de hecho se ha hecho en el teatro, en el cine y en la literatura muy a menudo. Et donc ça s'est souvent fait dans la littérature, au théâtre. En realidad estamos ahora mismo debatiendo de estructuras narrativas, Donc là, on est en train de débattre de structures narratives. enfrentando formas narrativas diferentes. Donc, où s'opposent des formes narratives différentes. Tú trabajas con el encadenamiento y con la alternancia, Je travaille sur l'enchaînement, l'alternance, mientras que yo trabajo con episodios o fragmentos que pongo en relación unos con otros. et Isabelle travaille sur des fragments, des épisodes qui alternent. Centrándome sobre todo en eso que decía Levi Strauss, que el orden aporta significado. Et donc, je me base sur ce que disait Lévi-Strauss, que l'ordre apporte du sens. Pero sí creo que dentro de una narración Mais je sens qu'à l'intérieur d'un récit, y cuando rompes esos encadenamientos momentáneamente, quand on brise momentanément ces enchaînements,
permites al lector hacer otro ejercicio más que es el que le lleva hacia el futuro. On permet au lecteur de faire un autre exercice qui est celui qui va l'emmener vers le futur. De acuerdo. Es un debate muy apasionante. Donc c'est un débat passionnant. On va faire une bière après, toi. Je sens que le débat va se poursuivre dans le temps entre ces deux auteurs. Malheureusement, j'ai une liste énorme de questions à vous poser parce qu'effectivement, c'est un débat très vaste. Mais le temps passe. Je voudrais quand même conclure, Victor Delarbol, et vous aussi, Isabelle Alba. Il y a une caractéristique dans vos deux romans, ce n'est pas manichéen. Chacun d'entre vous, développez, il n'y a pas une vision du bien ou du mal donnée par l'auteur. Chacun d'entre vous parlait surtout de la capacité de résistance ou d'absorption de la violence ou de la haine par les personnes. Il y a ceux qui tombent du côté obscur de la force, j'ai envie de dire, pour citer Star Wars, et ceux qui restent et qui parviennent à s'élever et à grandir et à faire avancer la machine de l'histoire. Sí, es la historia de la literatura. C'est l'histoire de la littérature. El conflicto. Le conflit. El conflicto entre la condición humana, entre lo que se es y lo que se pretende ser. Le conflit à l'intérieur de la condition humaine entre ce que nous semblons être et ce que nous sommes vraiment. Entre la realidad y el deseo. Entre la réalité et le désir. Y que se acaba llamando, cuando le damos un concepto judeo-cristiano, el conflicto entre el bien y el mal. Et quand on lui donne un concept judéo-chrétien, le mal contre le bien. La idea de la culpa. La idea de la culpa, la idea del pecado original. La notion de la faute. Entonces, yo lo que hago es intento no ser maniqueísta. J'essaye de ne pas être manichéen. Intento entender conceptualmente a un monstruo. J'essaye de comprendre le monstre, un monstre. Y intento entender conceptualmente a alguien que pretende ser un santo. Et j'essaie de comprendre quelqu'un qui se prétend être un saint. Y al final me acabo dando cuenta de que el bien y el mal son conceptos éticos. Le bien et le mal, je me suis rendu compte que ce sont deux concepts éthiques que cambian en función de las circunstancias culturales y sociales. Qui changent en fonction des circonstances culturelles et sociales. Y que al final solo permanece esa idea, para mí, fundamental. Il ne reste que cette idée qui pour moi est fondamentale. Que es la resiliencia. La résilience. Que es la capacidad que tenemos de adaptarnos. La capacité que nous avons à nous adapter. De superar el dolor. À résister à la douleur. Y a pesar de saber que somos seres finitos, que tenemos la idea intelectual de la muerte ahí. Et que même si nous avons cette idée intellectuelle très présente de la mort en nous. Pues continuar de alguna manera viviendo, buscando esperanzas, buscando ilusiones a las que aferrarnos. Continuons à chercher des espoirs. Y esas ilusiones pueden ser la utopía. Et ces illusions peuvent être l'utopie, par exemple. Puede ser el compromiso político. Le compromis politique. Pero también puede ser la entrega a la familia. La entrega a la familia. Oui, ou s'occuper de sa famille. La entrega al amor. O el amor. O la entrega a la literatura. O la literatura. Al final, siempre yo pienso que el ser humano no es ni bueno ni malo, aunque esto también es muy discutible. Je pense que l'être humain n'est ni bon ni mauvais, même si c'est très... Sino que sobre todo lo que tiene es una necesidad feroz de ser. Mais il a une nécessité féroce d'être. Isabelle Alba, je vous sentais prête encore une fois à réagir. Sí, quiero intervenir. Bueno, yo tengo una visión del bien y del mal mucho más kantiana. Donc j'ai une vision du bien et du mal beaucoup plus kantienne. Y a mí realmente en la escritura me interesan mucho las decisiones de los personajes. Moi, dans la littérature, ce qui m'intéresse beaucoup sont les décisions des personnages. Quiero decir que las personas no reaccionamos todas igual en una misma situación. Je veux dire que placé devant la même situation, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Por ejemplo, en mi novela, una serie de personajes van a la Primera Guerra Mundial. Donc dans mon roman, certains personnages partent à la Première Guerre mondiale. Pasan por el mismo sufrimiento. Ils passent par les mêmes souffrances.
pero no todos tienen la misma reacción posterior. Mais ils n'ont pas tous la même réaction postérieure. Esa diferencia es la que a mí realmente me interesa. Y ahí, Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette différence. porque ahí está la decisión ética. Frente a una misma situación, no todos tomamos la misma decisión ética. Parce qu'il y a la décision éthique, placée devant la même situation, nous ne prenons pas tous la même. Y para mí sí hay bien y mal y líneas rojas. Et pour moi, il y a le bien et le mal existent, et les lignes rouges aussi. Lo que pienso es que los seres humanos, lo que tenemos de hermoso y terrible, Je pense que ce que nous avons de beau et de terrible, nous, les êtres humains, es que somos capaces de hacer todo el bien o todo el mal. c'est que nous sommes capables de faire tout le bien ou tout le mal. Y unos nos decantamos hacia un lado y otros hacia otro en determinadas situaciones. Et placés devant des situations précises, nous optons pour l'une ou l'autre des deux voies. Cuando mi hija era pequeña, un día me dijo: los seres humanos somos malos por naturaleza. Donc quand ma fille était petite, un jour elle m'a dit, les êtres humains, on est mauvais par nature. Y yo le contesté: y también buenísimos por naturaleza. Et donc je lui ai répondu, et aussi très bons par nature. Ayer, hablando con Bernardo Achaga, Donc hier, je parlais avec Bernardo Achaga. él me decía que cuando uno escribe de la oscuridad, Donc il me dit que quand on écrit de la oscuridad, sur l'obscurité, siempre tiene que encontrar una luz. on doit toujours trouver une lumière. Merci beaucoup Isabelle Alba. Et puis, en vous écoutant, on se rend compte que vous rebondissez sur les propos des uns et des autres. Mais dans le fond, et quand on lit vos deux œuvres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs et que vous vous rejoignez aussi sur ces concepts philosophiques qui traversent l'histoire des hommes et l'histoire du siècle. Il est l'heure d'interrompre le débat, mais on n'a pas eu le temps de poser des questions. Je ne sais pas s'il y a une autre réunion ici juste après ou si on a peut-être 5 minutes. Alors sinon, ah oui, il y avait un extrait de Victor Delarbol, effectivement, qu'on n'a pas lu. Ah bah c'est à 17h. Alors, on peut lire un extrait. S'il y a des questions pressantes dans la salle, quelqu'un qui avait vraiment quelque chose à dire à un des deux auteurs qui sont ici. Oui ? Je vous amène le micro. On va vous donner un micro. Il y a... Oui ? Attendez. Je ne suis pas d'accord avec M. Delarbol. En tant que lectrice, je réagis et j'analyse à mesure que je lis, qu'il y ait de l'émotion ou qu'il n'y ait pas d'émotion. L'émotion, elle est ponctuelle. La suite de la lecture m'oblige à faire attention à ce qui vient après le passage de grande émotion. Je peux m'arrêter quand je veux de lire, je peux respirer et penser à ma guise quand je lis, et donc ce n'est pas vrai. La réflexion ne vient pas a posteriori, par contre elle est continuée longtemps après la lecture. Oui, c'est mon expérience de lectrice que je vous transmets là. Je ne sais pas si tout le monde fait la même. Il y a différentes façons de lire. Et il y a différentes façons d'écrire, on le voit aussi avec ces deux auteurs. Il y a soit l'émotion brute, soit la réflexion. Isabelle Alba qui s'extrait en tant qu'écrivain beaucoup et qui livre une écriture beaucoup plus épurée que Victor Delarbol, mais les deux auteurs se rassemblent sur le point de vue sur l'humain. D'autres questions ? Alors, voilà l'extrait, je sens qu'il est très attendu. On va terminer sur la belle voix d'Héloïse qui a aussi ouvert le débat. Merci Héloïse encore. Et puis on va écouter un extrait de Toutes les vagues de l'océan. Merci à vous pour votre écoute. En tout cas, merci aux deux auteurs et aux deux traducteurs. Merci beaucoup. Et place à l'extrait. On avait d'abord vidé les prisons de leurs droits communs, mais c'était insuffisant. Le plan quinquennal déclenchait la famine dans les campagnes et les paysans émigraient en masse vers les grandes villes. Pour les en empêcher, Yagoda et Berman avaient créé les passeports intérieurs. Toute personne non parrainée dans une ville ne pouvait l'obtenir. Et sans ce document, elle avait interdiction de rester et elle pouvait être immédiatement déportée. Ce qui avait déclenché un véritable cauchemar. Aiguillonnés par leurs supérieurs, les policiers opéraient des rafles sans discrimination, tendaient leurs filets comme des pêcheurs sans cervelle,
et emportaient tout sur leur passage. On parlait d'erreurs monumentales. Velichko avait pu en relever quelques-unes. Une vieille femme, appelée Gousseva de Murom, dont le mari était un communiste de la vieille garde, chef de gare depuis 23 ans, était allée à Moscou acheter un peu de pain blanc. Et la police l'avait arrêtée parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Elle avait disparu. Et en dépit de réclamations de son mari, il n'avait obtenu que des réponses vagues et des excuses de la part des autorités. Un autre cas, parvenu entre les mains de l'instructeur, était celui du jeune Novozilov. Cet ouvrier d'une usine de compresseurs, primé en de nombreuses circonstances pour sa productivité, membre du comité du travail, avait été déporté sans explication. D'après le récit de son épouse à Velichko, sa seule faute avait été de fumer une cigarette en bas de l'immeuble en attendant qu'elle descende pour aller au cinéma. 2 gardes l'interpellèrent et l'empêchèrent même de remonter chercher ses papiers. La liste était interminable, et toutes ces histoires horribles avaient le même dénouement. Un lieu qui, selon les affirmations des autorités compétentes, n'existait pas. L'île de Nazino. Cet homme, dont la chair flottait sur ses eaux, cet homme, aux limites de toute résistance, pouvait lui être utile, s'il n'avait pas complètement perdu la tête. Cherche un refuge sur où le cacher, et qu'un médecin de confiance l'examine. Personne ne doit être au courant de son existence pour le moment, du moins jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la force de parler. Le subalterne secoua sa lourde tête comme un bœuf. Je ne suis pas sûr que ce soit correct, nous devrions le livrer. Velichko leva la torche et le foudroya du regard. Ses yeux, verts vifs, ne laissaient aucune place au doute. Fais ce que je te dis, ou c'est toi qui monteras dans une de ces barges pour la Sibérie. Voler du matériel de l'Oswabiakim est un délit gravissime. Le subalterne pâlit, tordit la bouche, mais s'inclina. On fera comme tu l'as dit. Velichko s'accroupit devant l'homme qui fuyait la lumière de la torche, replié sur lui-même comme un escargot. Cet homme sentait la mort. Son corps était couvert de blessures et de croûtes où se superposaient la saleté et le sang séché, et sa peau était squameuse. Velichko avait l'impression que s'il le touchait, ses doigts s'imprégneraient de gélatine. Il tenta de voir son visage, mais l'homme se cachait derrière ses avant-bras. « Tu peux me comprendre ? Personne ne va te faire du mal, rassure-toi. Nous voulons seulement t'aider. » En lui parlant d'une voix douce, il écarta l'avant-bras qui dissimulait son visage. Et il dut se retenir pour ne pas crier. Il avait une orbite vide. Ses pommettes étaient 2 promontoires qui tendaient la peau et retenaient à peine des mâchoires presque édentées. Il avait été frappé férocement, à en juger par les lacérations et les hématomes. Le nez enflé dénotait qu'il était cassé, sans doute depuis longtemps. L'œil gauche, sombre comme un bouton, regardait fixement l'instructeur. On aurait dit une bête traquée. Il remuait ses lèvres crevassées, mais tenait des propos inintelligibles sur un ton très bas, comme une litanie. Au moment où Velichko allait se redresser, l'homme eut une réaction inattendue. Sous son amas de guenilles, une main tordue jaillit et retint le bras de l'instructeur. Velichko sentit ses ongles s'enfoncer dans son blouson et il éprouva une répulsion instinctive. Srolov voulut frapper l'homme, mais l'instructeur le retint. L'autre main de l'homme apparut, la paume ouverte, en attitude de supplique. Velichko comprit ce que cet œil et cette main demandaient. « Le médaillon ? Tu veux que je te rende le médaillon ?» Il le sortit de sa poche et le remit à l'homme. « D'accord, je te le rends, à une condition. Dis-moi ton nom. » L'homme serra les doigts comme des tenailles et se replia. «
Revenant de l'obscurité, il dit « Je m'appelle Elias Gilles Villa. » Merci beaucoup.